Également en temps universel, l'heure du grand journal de la mi-journée. À la une de l'actualité, l'émigration clandestine avec de plus en plus de femmes qui entreprennent l'aventure migratoire. Reportages et réactions à suivre dans ce journal. Accaparement de leurs ressources sur terre et en mer, les jeunes des Niayes réfléchissent à des stratégies et solutions. Ils en appellent aux autorités. Nous irons à la cité Sotrac de Keur Massar une nouvelle fois sous les eaux après les fortes pluies de ces derniers jours à Dakar. Élection générale de représentativité des centrales syndicales, ce sera le 30 novembre prochain. L'inscription sur le fichier électoral a démarré le 28 août dernier. Et puis nous parlerons de la hausse d'un quart de point de l'un des taux directeurs de la BCEAO. Un économiste nous explique le pourquoi. Quant aux usagers des banques, ils continuent de dénoncer le coût du crédit. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons du financement de la santé au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Abdou Thiam. Souleymane Niang. D'abord, l'immigration irrégulière, les interpellations de la Marine nationale se multiplient. Le plus inquiétant, c'est la présence massive des femmes dans les pirogues. Selon certains Sénégalais, elles sont juste désespérées et ont perdu les repères. Pour d'autres, c'est juste un suicide. C'est un reportage signé Salimata Awa. La dernière opération de la Marine nationale fait état de 118 migrants interceptés. À bord de la pirogue, 3 femmes. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Assis sur une chaise, cet homme dit ne pas comprendre cette féminisation de l'émigration irrégulière. Franchement doo ko def jigéen moomul affaire boobu bu ñu waxantee dëgg rek jigéen moomul affaire boobu quoi man femme yi ma gis ni si dem yëpp ci compte ñu ànd ak seen doom nag man pour ñoom ñoo rey xale yi quoi vraiment soxna si. Ces femmes sont juste désespérées et elles doivent être assistées psychologiquement. L'avis de Boursi. 90% c'est désespoir. La majorité partie góor ñoo leen koy teg ñii seen ménage bu metti ñii dëkkandoo bu metti ñii dañuy am ak jigéen doom abandonné ko ñu am déception bu kenn mënul wax yooyu yëpp mi ngi ci. En compagnie de son mari, cette dame veut rejoindre l'Europe, mais par voie légale. Elle lance un appel aux dames. Man moom jaraluma ko ndax mooy joxe nga sa 500000 mooy joxe nga 500000 pour dem deewi jaru ko loolu leer ni xam na ni fii la fi génn man de jaraluma ko bëgg naa dem lool maa ngi sama borom kër ni ma gisoon yoon bu légal damay dem mais pas jël ay gaal wóor na ma ni du ma yegg. Les sauvetages sont devenus quasi quotidiens ces derniers jours. La responsabilité des parents est pointée du doigt par nos interlocuteurs. Selon eux, le plus triste, ce sont les tout-petits qui périssent en mer avec leur maman. Toutes nos excuses pour les extraits non traduits, notamment pour ceux qui ne parlent ou ne comprennent la langue Wolof. Traduction à suivre dans nos prochaines éditions dans le même reportage. Pour accompagner les migrants de retour et les candidats malheureux à l'émigration irrégulière, l'État a mis en place les BAOS, les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi. Une 60aine de projets ont été ainsi financés par ces bureaux, selon la responsable des BAOS à la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, Madame Mbow, que je vous propose d'entendre avec Ndiogou Diène. Les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi des migrants de retour et des potentiels migrants existent dans les 14 régions du Sénégal, plus précisément dans les ARD, Agences régionales de développement. Plus loin encore, nous avons des points focaux installés dans les Sénégal Services, dans tous les départements du Sénégal. Tout ça, c'est pour accompagner les migrants de retour et les potentiels migrants. Quand nous recevons, par exemple, les migrants par voie aérienne ou bien terrestre, ça dépend, ou bien par voie maritime, nous les orientons vers les structures de l'État, vers les structures que l'État a mis en place pour les accompagner. Voilà, et aussi vers les bureaux BAOS. À leur tour aussi, ils vont les orienter. Ils vont les accueillir, ils vont les orienter, ils vont les suivre. Il y a peut-être 1 mois ou bien 2 mois, les BAOS ont financé des migrants de retour à hauteur de 60 projets par région. Minimum 60 projets par région.
Et puis ça, c'est avec les fonds régionaux. Il y a aussi des fonds nationaux qu'on subventionne, les associations de migrants, la société civile, etc., etc. Ce projet-là est géré par la gouvernance migration-développement. C'est un projet financé par l'Union européenne. Et c'est un projet de la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est des subventions, ce ne sont pas des financements. Parce qu'un financement, ça se rembourse. Mais une subvention, c'est donné. On leur subventionne en matériel et en argent. C'est ce qu'on est en train de faire pour les migrants de retour. En plus, à l'arrivée, on leur donne une collation et de l'argent pour leur permettre de retourner dans leurs régions respectives. Maguette Sekmbo, responsable des BAOS, les bureaux accueil, orientation et suivi à la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. À 12h06, venons-en maintenant à ce cri du cœur des habitants de la zone des Niayes. Leurs sources de revenus, la mer et la terre, sont devenues inaccessibles à cause des bateaux étrangers et des entreprises minières. Situation qui a fait réagir les membres de la Socopal JPN, Jeunesse Producteur des Niayes. Elles sont en train de développer des stratégies. Le temps a été donné en marge d'une journée de distribution de semences à Potou. Reportage Nafissatou Ndiaye. Potou est devenu une zone de départ et d'escale pour rallier l'Europe clandestinement. Un phénomène qui gagne de plus en plus du terrain dans la zone des Niayes. Et pour trouver des solutions face à cela, les membres de la Socopal JPN, Société coopérative agricole des jeunes producteurs de la zone des Niayes, comptent mettre en place des stratégies telles que la facilitation de l'accès aux semences. Ibrahima Ka, président de la Socopal JPN de Potou. Pour ñu mëna gëna xeex immigration clandestine, bëgg nañ jeune bu fi nekk ñu fexé ba nga mën a accéder ci jiw nga mën a jote équipement agricole nga mën a jote tamit financement boo paree ñu rassurer la marché bi xam nga loolu bu amee fekkee nit ki mën nga da ngay dem liggéey jaay li ngay jaay di nga ci am loo dugal sa poche fekkee gis nga sa bopp yaa ngi am xaalis fii ci Sénégal boobu mooy doo mbëkk gaal gi di dem. Les habitants de la zone des Niayes ne peuvent plus accéder à la mer ni à la terre à cause de l'installation des bateaux chinois et des entreprises minières, selon Galodia, membre de la Socopal JPN de Potou. De là où nous sommes, la quasi-totalité des villages sont en train d'être prospectés pour voir s'il y a du zircon ou non. Et si c'est avéré, les gens vont perdre les terres. Ils vont exploiter quoi? Raison pour laquelle les jeunes sont en train d'anticiper. S'ils voient une occasion pour aller à l'étranger, ils prennent les pirogues au péril de leur vie. Et ces gens-là vivent avec l'agriculture et la pêche. Donc si les deux secteurs ne marchent pas, les gens sont obligés de trouver d'autres solutions. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut que les producteurs soient d'abord autonomes en semences, nous dit Ibrahima Ka, président de la Socopal JPN de Potou. Ba léegi ay dépendant lañ ci wàllu jiw donc li ñuy wax nguur gi mooy ñu fexe ba nga xamante ne si wàllu jiw dina nekk loo xamante ne dañ ko mën a rassurer suñu bopp fekk loolu amul nag autosuffisance mën nañ ko wax mais mënagul dëgër. Les producteurs de Potou ont acheté des semences d'une valeur de 5 millions de francs CFA sur fonds propres, mais aussi avec l'appui de leurs partenaires. Nafissatou Ndiaye, Potou, Radio Futur Média. À Ziguinchor, une plateforme multi-acteurs a été créée pour prendre en charge la gestion des conflits liés aux fonciers et autres ressources naturelles. C'est parce que ces phénomènes prennent de l'ampleur dans le sud du pays. Les élus de la région espèrent avoir de bons résultats avec cette nouvelle plateforme. Lamine Ba. La gestion des ressources naturelles est une question particulièrement délicate dans le sud du pays. Qu'elles soient foncières, forestières ou minières, elles sont au cœur de plusieurs conflits entre communautés qui se disputent les droits de propriété. Le constat est dressé par la plateforme nationale de gouvernance multi-acteurs des ressources naturelles. Abdou Aziz Badi, membre de la dite structure. Djembereng, c'est une commune qui a énormément de problèmes fonciers. Vous allez de l'autre côté de Cabrousse, il y a un problème qui a duré où la Guinée-Bissau a mis en place un drapeau pour montrer que notre territoire vient jusqu'ici. On a dans la commune de Bignona et les communes environnantes des problèmes très sérieux sur l'agrandissement de Bignona comme Ziguinchor. C'est pour prendre en charge ces questions sources de conflit qu'il a été lancé à Ziguinchor la plateforme nationale de gouvernance multi-acteurs des ressources naturelles pour servir de cadre de partage et de gestion des ressources naturelles. C'est ça la mission essentielle de la plateforme. Animer la concertation et le dialogue autour des questions clés des ressources naturelles. Dialogue pour donner plus de chance à la région qui est considérée comme la région la plus riche du Sénégal. Les élus impliqués dans la gestion de la
la plateforme souhaite plus de rupture dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre les conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Abdou Sané, représentant le maire de Ziguinchor à la rencontre. Une chose est de reconnaître que la problématique foncière se pose avec acuité à travers le territoire, et une autre est de reconnaître que les outils pour apporter des solutions ne sont jamais clairement définis. Vous venez à Ziguinchor, au moment où nous parlons, vous avez plus de 100 plaintes au tribunal de Ziguinchor. Qui va les vider? Sur quoi on va se fonder? Les acteurs qui ont salué la mise en service officielle de la plateforme nourrissent beaucoup d'espoir quant à son efficacité. Lamine Baz, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Bilan provisoire des accidents de la circulation édition 2023 du Magal de Touba. 23 décès enregistrés depuis l'installation du dispositif de couverture médicale et sécuritaire de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. En 250 sorties, 888 victimes d'accidents ont été recensées, dont 864 assistés. Pabalagay. 72 heures après l'édition du Grand Magal de Touba, les routes continuent de faire des victimes. Selon les derniers chiffres de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 23 personnes ont perdu la vie sur un total de 887 victimes d'accidents de la circulation. Une nette baisse comparée à l'édition 2022 du Grand Magal de Touba, où 33 morts ont été enregistrés et 906 blessés. Avec 250 sorties entre le 1er et le 7 septembre, date d'installation du dispositif de couverture médicale et sécuritaire, les 595 agents mobilisés n'ont pas chômé durant le Grand Magal de Touba, ce malgré les alertes et sensibilisations à l'aller comme au retour de l'Agence nationale de la sécurité routière, qui s'était fixé comme objectif 0 accident pour l'édition 2023 du Grand Magal de Touba. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. Évoquons maintenant les inondations à la cité Sotrac de Keur Massar Sud. La situation est indescriptible. Rue, maisons, lieux publics, tout est occupé par les eaux. Plusieurs familles dans le désarroi. Elles sollicitent l'aide de l'État. Amina Taba. La famille Senghor est dans la galère. Leur domicile, situé à la cité Sotrac de Keur Massar Sud, est submergé par les eaux suite aux pluies qui se sont abattues à Dakar. Binte Senghor, l'air désespéré, raconte leur calvaire. On est très fatigués à cause de l'inondation. On n'a pas vu de canalisation, on n'a rien. Nous vivons dans l'enfer. Nous vivons dans l'eau, on n'a pas de toilette. On n'a pas de cuisine, on n'a rien. Depuis des années, ces habitants de la cité Sotrac traversent la même situation pendant l'hivernage. Ils disent avoir épuisé tous leurs moyens. Thierno Senghor. Tous nos efforts sont restés vains. Nous avons tout fait pour évacuer l'eau, mais ça ne bouge toujours pas. Selon ces sinistrés, l'absence de réseau d'assainissement dans la zone est la cause de leur souffrance. Ils n'ont bénéficié que de 2 motopompes, ce qu'ils estiment inefficace pour l'évacuation des eaux. L'État nous a donné une motopompe. 2. Une champ ici, j'ai mis un derrière là-bas. L'autre, j'ai mis ça à la mosquée. C'est pas suffisant. On a besoin de 4 ou 5 motopompes. À Limoges de la cité Sotrac, presque tous les quartiers de Keur Massar Sud sont touchés par les inondations. Les habitants attendent un appui conséquent de la part des autorités étatiques. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. Autre conséquence de l'hivernage, cette fois-ci sur le panier de la ménagère. À Kaolack, le poisson se fait rare sur le marché. En plus, les prix des condiments ont connu une nette hausse. Fatoumbaou. Marché central de Kaolack, des clients se rassemblent autour des étals de poissons, s'informant constamment des prix. Le montant de 500 francs n'est plus suffisant pour acquérir un tas de poissons. La rareté et la hausse des prix explique Amat, un jeune vendeur. C'est vraiment dur. On ne peut même plus acheter le poisson à 500 francs. Vous voyez. Cette situation préoccupe et dérange particulièrement les ménagères, surtout pendant l'hivernage. Nous n'avons pas de bons poissons sur ce marché. Plutôt des poissons glacés. Et à chaque hivernage, on est confronté à ce problème. En plus de la ressource halieutique, certains condiments tels que les carottes et le chou sont devenus inabordables avec un prix de vente fixé à 1500 francs le kilogramme. Yama, une femme d'une trentaine d'années, témoigne alors qu'elle marchande avec son panier à la main. Le kilogramme est vendu à 1500 francs. Que faire? On est confronté à ce calvaire à chaque hivernage. Néanmoins, Souleymane,
En tant que vendeur de carottes, affirme qu'il réussit à vendre ses produits. L'hivernage constitue une période difficile pour le budget des ménagères à Kaolack, avec les prix des légumes et même des denrées alimentaires qui augmentent de jour en jour. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. Fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Les élections de représentativité des centrales syndicales 3e du genre vont se tenir le 30 novembre prochain. C'est une annonce des responsables du ministère du Travail. À cette occasion, les inscriptions sur les listes électorales ont démarré le 28 août dernier pour se terminer le 27 septembre prochain. Tous les travailleurs peuvent participer à ces élections. Écoutons Alioune Fall, chef de la division négociation et relations professionnelles au ministère du Travail. Il est avec El Hadj Ndiogou Diène. Les élections de représentativité des centrales syndicales auront lieu le 30 novembre 2023. Donc c'est à la suite de ces élections qu'on va déterminer les centrales syndicales les plus représentatives. Donc les centrales qui en sortiront avec un taux de 10% des suffrages valablement exprimés seront considérées comme les centrales les plus représentatives. Actuellement, nous en sommes à la phase d'inscription. Donc il y a une commission ad hoc qui est mise en place dans chaque département sous l'égide du préfet. Et cette commission ad hoc reçoit la liste des travailleurs. Donc il appartient à chaque employeur de faire parvenir à cette commission-là via un lien qui est disponible sur le site du ministère du Travail, travail.gouv.sn, et de la Direction générale du travail, dgtss.gouv.sn. Donc normalement, il y a un document Excel qu'il faut renseigner et qu'il faut joindre à travers ce lien-là. Donc une fois joint, la commission ad hoc qui se charge de recevoir les dossiers aura accès à cette liste-là qui va consacrer l'inscription de ces travailleurs-là sur le fichier électoral. Donc à la suite de quoi il y aura une phase contentieuse pour gérer les erreurs matérielles et les cas d'omission. Donc cette phase contentieuse s'ouvrira naturellement après la clôture de la période d'inscription. Actualité politico-judiciaire à Louga, les responsables du parti PASTEF dissous qui avaient été arrêtés lors des événements du mois de juin dernier ont recouvré la liberté au terme de leur jugement hier. Abbas Boubou Ndiaye et ses camarades ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Benno Bokk Yakaar tout oui quant au choix du président de la République pour le candidat de la coalition à la présidentielle de 2024. La PR et le PS parlent d'un candidat rassembleur capable d'unifier toute la coalition. Pape Mahawa Diouf, comme Abdoulaye Wilane, invite toute l'instance à se conformer à la décision du secrétaire général de Benno Bokk Yakaar, peu importe sa provenance. Nafissatou Silla. Ils sont entièrement d'accord et tous. Le président Macky Sall peut choisir qui il veut pour porter l'étendard de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar, soutient qu'ils sont sereins et il n'y aura aucun problème. Vous l'avez constaté, c'est une démarche globale de sérénité de la coalition, de responsabilité, à la hauteur des enjeux, puisqu'il s'agit effectivement de notre porte-étendard qui doit être le candidat au présidentiel de 2024. Donc nous sommes sereins et surtout cohérents, puisque nous avons donné confiance au président de la République. Nous attendons sereinement ce choix-là qui s'est fait dans un processus que vous avez vu de consultation et de consensus. Le Parti socialiste, premier allié de la coalition Benno Bokk Yakaar, est dans la même mouvance. Il se conformera à la future décision du secrétaire général de Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Wilane. Le Parti socialiste a une position claire, nette, adossée à des valeurs, adossée à des principes qui voudraient que celui qui a été amené par l'ensemble des composantes de la coalition Benno Bokk Yakaar à devoir nous proposer un candidat, qu'il soit honoré par tous ceux qui lui ont donné, confié cette responsabilité. Gor ca wax ca. Pour la coalition, la provenance du candidat n'est pas le plus important, mais le profil doit être aux normes. Nous espérons surtout que ce candidat soit celui, en tout cas, qui rencontre l'assentiment du maximum des camarades et qui puisse effectivement convaincre le peuple sénégalais qu'il peut porter la suite du projet de la coalition Benno Bokk Yakaar, dont les résultats aujourd'hui sont
incontestable. Il s'agit plus du Sénégal que d'un parti pris individuellement, parce qu'il s'agit d'un président de la République, président de tous les Sénégalais, quelqu'un qui conduira bien sûr les changements indispensables, mais qui préservera les acquis. En un mot comme en plusieurs, un candidat qui assure et qui rassure. Pour l'heure, la météo est claire. Aucun remous est entendu de part et d'autre dans la coalition et les alliés affichent un sentiment de positivité. Dans l'actualité économique, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest vient d'augmenter d'un quart de point l'un de ses taux directeurs qui passe donc de 3 à 3,25%, un relèvement qui peut s'expliquer selon un économiste de l'université de Dakar par l'inflation au niveau mondial. Ahmad Ndiaye, que vous entendrez tout à l'heure, estime qu'avec ce relèvement du taux directeur, des États de la zone UEMOA pourraient être fragilisés. Quant à Famara Ibrahima Cissé, président de l'ACSIF, il se désole du fait que l'augmentation ou la baisse du taux directeur ou de l'un des taux directeurs de la Banque centrale ne se répercute jamais sur les taux d'intérêt appliqués aux usagers des institutions bancaires. Dossier ficelé par Seydou Nourouba. Ahmad Ndiaye di jàngale ca science faculté économique et gestion ca université bu Ndakaaru. Seydou Nourouba que nous allons retrouver dans un instant à propos de cette augmentation de l'un des taux directeurs de la BCEAO qui passe de 3 à 3,25%. Nous le retrouverons dans la deuxième partie de cette édition. Parlons d'Interpol qui fête son centenaire cette année. Cérémonie ce matin. Cette organisation internationale de la police criminelle regroupe 195 pays dont le Sénégal. Interpol a été créé en 1923 à Vienne. Plusieurs services de l'État ont assisté à la cérémonie de ce matin. Compte rendu, Babacar Junior Fall. Ce jour marque les 100 ans de l'existence d'Interpol, une police qui lutte contre le crime organisé dans le monde. L'inspecteur général Seydou Bokariak, directeur général de la police nationale. À travers son système de communication sécurisé, ses bases de données, ses différentes notices et ses programmes, Interpol permet à tous les services d'application de la loi d'échanger des informations criminelles pour interpeller toutes les personnes recherchées et de participer également aussi à la formation des agents sur plusieurs problématiques actuelles. Interpol traque à travers le monde des criminels souvent bien organisés et très dangereux. Sauf que l'organisation n'est pas seule sur ce terrain. Elle travaille en relation avec d'autres services d'application de la loi, comme la douane nationale. Témoigne le colonel El Hadj Mamadou Kany. Au niveau de la douane, on a une unité mixte de contrôle des conteneurs qui s'active dans le cadre de la lutte contre les trafics de toutes sortes, notamment les trafics de drogue, le trafic des armes, le trafic des véhicules volés, ainsi de suite. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a besoin de la coopération avec Interpol. Les agents d'Interpol sont présents dans 195 pays. Au Sénégal, ils luttent surtout contre la cybercriminalité avant de faire appel au parquet général pour la suite. C'est Doudem, représentant du parquet. L'Interpol aujourd'hui est devenu un creuset d'une floraison de potentialités par la technique de la mutualisation des services. On arrive à avoir un résultat extraordinaire. Je vous parle en toute connaissance de cause, parce qu'on a eu à travailler ensemble depuis 2 fois procureur. Ô combien le volet judiciaire intéresse le parquet dans son ensemble, surtout le parquet général, surtout en matière d'exécution et en matière d'exécution des mandats d'arrêt, suite à des recherches, à des analyses et également des constatations. Plusieurs activités de commémoration sont prévues dans la semaine par les agents d'Interpol. La formation et la sensibilisation à leurs outils de communication très sécurisés sera prioritaire. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop, bonjour. Bonjour Suleiman. Burkina Faso, un groupe djihadiste revendique l'attaque lundi dernier contre des soldats. Selon le site Intelligence repris par l'agence Reuters, le groupe Jama'a Nusrat ul Islam wal Muslimin, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué hier l'attaque contre les forces armées dans la province du Yatenga, dans le nord du pays. 17 soldats et 36 supplétifs de l'armée ont été tués dans de violents affrontements avec des terroristes présumés. La pire attaque depuis des mois. En juin dernier, 71 hommes, 36 soldats et 40 supplétifs civils de l'armée avaient été
été tués dans 3 attaques dont les 2 plus meurtrières avaient eu lieu dans la province du centre-nord. Au Mali, l'armée affirme avoir mené mercredi des frappes aériennes contre des groupes djihadistes qui planifiaient des attaques contre elle dans la zone de Tombouctou. Dans son bilan publié sur X, l'armée fait état d'un véhicule détruit, de matériel de fabrication, d'engins explosifs improvisés et d'importantes quantités de munitions retrouvées. En République démocratique du Congo, 3e jour du procès de 6 militaires de la garde républicaine, parmi lesquels 2 officiers supérieurs. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité par meurtre, destruction d'armements et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline. C'était après la répression d'une manifestation qui a fait une 50aine de morts à Goma le 30 août dernier. Le procès qui se tient à la cour militaire de Goma était consacré hier à la forme de la procédure. Au Nigeria, le tribunal électoral confirme la victoire de Bola Tinubu à la présidentielle. C'est hier que le tribunal a rendu sa décision, rejetant les contestations de l'opposition. Khadija Touane. Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Peter Obi du Parti travailliste, arrivés respectivement 2e et 3e, avaient demandé au tribunal d'annuler les élections. Alléguant des irrégularités, les juges du tribunal composé de 5 membres, lisant à tour de rôle les jugements pendant plus de 11 heures, ont rejeté point par point les requêtes individuelles d'Atiku et d'Obi. Le juge Haruna Zamani a déclaré que la requête d'Obi était sans fondement et n'avait apporté aucune preuve crédible suffisamment pour étayer les allégations d'irrégularité. Zamani a déclaré que les allégations de fraude électorale d'Atiku étaient tellement boiteuses et a rejeté son argument selon lequel Tinubu n'était pas qualifié pour se présenter à la présidence. Dans un pays de plus de 200 millions d'habitants, dont 87 millions étaient inscrits sur les listes électorales, Tinubu n'a recueilli que 8,79 millions de voix. Le plus faible nombre de présidents depuis le retour à la démocratie, limitant la bonne volonté à son égard. Les principaux candidats de l'opposition vont faire appel. Leurs avocats ont déclaré qu'ils vont saisir la Cour suprême. L'appel doit être déposé dans les 40 jours à compter de la date de la décision du tribunal. La Cour suprême dispose alors de 60 jours pour entendre l'affaire et rendre sa décision. Madagascar, le président Andry Rajoelina, candidat à sa réélection, c'est hier qu'il a annoncé. Andry Rajoelina avait pris le pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État qui avait chassé l'ex-président Marc Ravalomanana, interdit de candidature par la communauté internationale en 2013. Il avait finalement été élu en 2018. La présidentielle malgache est prévue le 9 novembre. L'ONU propose son soutien au Gabon après le coup d'État du 30 août dernier. Selon le représentant des Nations Unies, les institutions de l'ONU sont prêtes à soutenir le pays dans sa transition vers l'ordre constitutionnel. Abdou Abari a rencontré hier le général Brice Oligui Nguema et lui a dit que l'ONU aiderait le Gabon à prendre un nouveau départ. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a déclaré à la télévision Gabon 24 TV une fois qu'ils connaîtront la feuille de route, le calendrier, et qu'une fois qu'un gouvernement aura été nommé, les différentes agences prendront les contacts nécessaires et vont continuer à soutenir le Gabon. Le général Brice Oligui, il faut le noter, a annoncé hier que le président déchu Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger pour des raisons médicales. Le sommet du G20 en Inde pour terminer, l'Union africaine n'a pas encore reçu d'invitation. C'est ce qu'a indiqué à l'agence France Presse la porte-parole du président de la commission de l'UA. Fin août, le premier ministre indien avait dit souhaiter que l'UA devienne membre du G20 qui ne compte pour l'heure qu'un seul pays africain, l'Afrique du Sud. Le sommet du G20 est prévu, Souleymane, les 9 et 10 septembre à New Delhi. Merci Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous discuterons du financement de la santé au Sénégal, prétexte la finalisation de la stratégie nationale de financement de la santé. Nous serons avec le colonel Massamba Diop, expert en santé, ancien directeur d'hôpital, et Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, membre du conseil d'administration de l'hôpital d'Al Djam. RFM Sport.
L'actualité des sports avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman, et bonjour à tous. Jeux paralympiques Accra 2023, en parabasket, le Sénégal fait forte sensation. Et oui, il faut le préciser, les Lions réussissent une très belle prouesse pour une première participation à une phase finale de cette compétition. Ils ont gagné leur ticket pour les demi-finales après 3 matchs successifs, ou alors 3 victoires successives plutôt. L'ambition de départ a désormais changé dans la tanière. Soleil. 64-62 contre l'Égypte, 103-22 contre le Kenya, 62-29 contre l'Afrique du Sud. 3 larges victoires qui permettent à l'équipe nationale de basket en fauteuil roulant de se qualifier en demi-finale avant la fin des phases de poule. Le capitaine Youssoufa Diouf revient sur ses exploits. C'est un rêve qu'on avait déjà, parce que ça fait longtemps qu'on mettait la pression à la fédération pour plus participer dans les compétitions de haut niveau en Afrique. Ils nous ont permis de réaliser cette rêve ici au Ghana. Ça fait partie de ce qui explique. En plus, on a une très bonne équipe, mix des joueurs qui évoluent en Europe, plus les joueurs qui font partie des meilleurs joueurs ici au Sénégal. Voilà, tout ça, ça fait partie de ce qu'on peut dire qui fait aujourd'hui qu'on fait ces exploits ici au Ghana. L'équipe nationale de parabasket du Sénégal va affronter une équipe maghrébine pour les demi-finales, soit l'Algérie, soit le Maroc. Mais ce qui est sûr est que ce sera un adversaire à prendre très au sérieux, selon le sélectionneur Pascal Monté. 2 grosses nations habituées à des fortes oppositions, et on va travailler nous, puisqu'ils ont un style de jeu qui est un petit peu identique, avec peut-être plus d'agressivité sur certains postes au niveau du Maroc, mais on va travailler justement. On a 2 jours de repos avant notre dernier match contre l'Angola, donc on va en profiter pour se reposer parce que la fatigue commence à arriver et préparer l'avenir. En attendant cette demi-finale, le Sénégal joue son dernier match de poule contre l'Angola ce samedi, et les joueurs gardent toujours le même état d'esprit. Basketball masculin chez les Valides cet après-midi, donc à 18h au stadium Marius Ndiaye. La finale allée du championnat devant mettre aux prises AS Douanes à la Jeanne d'Arc de Dakar. Rencontre amicale Sénégal-Algérie de mardi prochain. Les Lions poursuivent leur préparation. Oui, ils sont en regroupement depuis quelques jours à Dakar avec un effectif complet, excepté donc l'absence de Formose Mendy blessé. Les supporters regroupés au sein du 12e Gaïndé s'y mettent aussi. Voici le président du comité des supporters, Issa Diop. Sénégal-Algérie, un match amical mais capital. Certes, ce ne sera pas un match de revanche parce que les contextes ne sont plus les mêmes, mais un baromètre pour d'abord évaluer nos performances et éventuellement parfaire nos manquements. Considérant la très bonne prestation des champions d'Afrique face au Brésil, mais considérant aussi la bonne santé du football algérien qui est sur une pente ascendante, nous sommes sûrs effectivement que les 2 équipes vont nous gratifier d'un très beau spectacle, parce que tout simplement ce sera une opposition de 2 styles différents. En tout cas, c'est une phase test que nous allons négocier pour entamer la phase préparatoire en vue de bien aborder la CAN Abidjan 2023. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, au niveau du 12e Gaïndé, ce match va nous servir de phase de test, d'entraînement, de répétition en termes de mobilisation et d'animation, tout simplement parce que le 12e Gaïndé est invité à prendre part à un festival qui va se dérouler le mois prochain au niveau d'Espagne. Et ça, c'est la consécration des efforts fournis par les membres du 12e Gaïndé, mais surtout le sens de devoir, de patriotisme, mais aussi surtout du don de soi. Et nous en profitons pour remercier le Premier ministre des Sports, M. Amadou Ba, qui a instruit son cabinet à prendre en charge et à prendre en main. C'est vraiment cette invitation pour une très bonne participation au Sénégal. Pour parler à présent de la dernière journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, le Sénégal est qualifié avant terme et se paie même le luxe de rallier Kigali avec son équipe A'. L'équipe drivée par le duo Malik Daf Papachou a quitté Dakar hier avec un effectif de joueurs U20 et du Chan, tous champions d'Afrique. Et puis pour parler justement de ces dernières journées, tout à l'heure à 16h, Angola-Madagascar, le Ghana fera face à la formation de la RCA. 19h, Niger contre Ouganda. Hier, la Libye et la Guinée se sont neutralisés. Un match, la Guinée équatoriale, plutôt un match sans enjeu pour la Libye, mais également pour la Guinée équatoriale. Tous les deux déjà qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on va récapituler. Il s'agit donc des pays qualifiés, la Côte d'Ivoire en tant que pays organisateur, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Burkina Faso,
la Guinée équatoriale, le Maroc, l'Afrique du Sud, Égypte, Namibie, Nigeria, Guinée, Bissau, Cap-Vert, Mali et Guinée, mais à culpa, la Libye est donc éliminée de la course Souleymane. Et puis nous enchaînons avec les rencontres de l'Euro, donc qui vont démarrer avec les phases à élimination. Il faudra noter dans le groupe B, tout à l'heure à 18h45, France contre Irlande. À la même heure, les Pays-Bas vont découdre avec la Grèce. La Pologne joue à la même heure contre Île-Ferreux. Pour le compte du groupe E, la République tchèque jouera contre la formation d'Albanie. D'autres rencontres sont prévues et certainement nous aurons le temps d'y revenir dans nos toutes prochaines éditions, Souleymane. Merci, Chastidiane Diagne. Merci à vous. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Retour sur la hausse d'un quart de point de l'un des taux directeurs de la BCEAO. Un économiste dans ce journal nous explique le pourquoi. Quant aux usagers des banques, ils continuent de dénoncer le coût élevé du crédit au Sénégal. Dossier économique réalisé par Seydou Nourouba. Ahmad Ndiaye est enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Dakar. Il évoque tout d'abord le contexte inflationniste mondial. Vous savez, nous sommes dans une économie de marché. Les prix sont fixés par la rencontre de l'offre et de la demande. Alors s'il y a moins de demandes, parce que les taux d'intérêt sont chers, les gens ont moins d'argent, demandent moins de crédit, donc les gens demandent moins. Et quand ils demandent moins, donc la baisse de la demande là va provoquer la baisse des prix. Donc c'est sur ce mécanisme-là que jouent les banques centrales. Donc vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'inflation mondiale. Et dans ce contexte-là, tous les pays du monde, toutes les banques centrales du monde ont augmenté leur taux d'intérêt. Mais l'économiste reconnaît que le relèvement du taux directeur par la BCEAO peut bien fragiliser des États de la zone UEMOA. Mais il y a un inconvénient quand même. Bon, l'inconvénient c'est que ça freine l'investissement. Et ça freine l'investissement. Bon, je veux dire que pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Ça freine l'investissement. Mais aussi, c'est un inconvénient pour la dette publique. Parce que nos États aussi vont obliger de s'endetter à des taux élevés. Parce que la dette publique, donc, va être plus chère. Famara Ibrahim Sissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières actifs, soutient et se désole du fait que l'augmentation ou la baisse du taux directeur ne se répercute jamais sur le taux d'intérêt des usagers. Il en veut pour preuve la Covid-19 et reste convaincu qu'il en sera de même. Pendant la Covid, la Banque centrale avait baissé son taux directeur jusqu'à 2% et que les banques n'avaient pas baissé le taux d'intérêt appliqué aux usagers. Mais selon Ahmad Ndiaye, enseignant à l'Université de Dakar, la BCEAO fait beaucoup mieux que d'autres banques. La Banque centrale européenne a près de 5% de taux directeur, les États-Unis 5,5%. En Afrique, le Nigeria a un taux directeur de 18,75% et la RDC près de 25%. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Georges Détié Diop. Ça continue. Oui, l'hémorragie du Barça ou Barça continue. Le journal Le Quotidien et Vox Populi informe que la Marine nationale a intercepté hier 118 candidats à hauteur de Saint-Louis. Et cela 24 heures après les 242 migrants interpellés au large de Louga, souligne Vox Populi qui rapporte que l'armée parle de net regain des tentatives d'émigration irrégulière. Le journal Le Quotidien relève qu'en patrouille tout le temps, la Marine nationale multiplie les coups de filet dans les eaux sénégalaises avec une série d'arrestations quotidiennes des candidats à l'émigration irrégulière. Et malgré le durcissement des contrôles au Sénégal et au Maroc puis l'Espagne, les candidats au voyage ne renoncent pas à leur rêve européen. Mon confrère qui souligne que l'euphorie de la célébration du Magal cette année a presque totalement occulté les problèmes liés à l'eau, alors que certains quartiers de la cité religieuse souffraient des problèmes d'inondation, d'autres, sinon parfois les mêmes, mouraient de soif faute d'une eau de qualité. Il faut dire que l'eau est la première préoccupation des Sénégalais à l'heure actuelle. Et selon Sucré Salé, si l'on ne se plaint des tombes qui nous dégradent l'habitat, on scrute avec inquiétude les vagues de l'océan qui continuent d'emporter des centaines de jeunes et moins jeunes vers un sort inconnu. Tribune dans le même sillage note qu'en plus des accidents de la route, la mer aussi fait des victimes et l'on se demande si les pratiques mystiques ne seraient pas à l'origine de toutes ces catastrophes. En tous les cas, selon l'Observateur, le bilan des accidents sur les routes du Grand Magal de Touba est passé à 21 morts avec la collision hier entre deux cars de transport sur l'axe Gossas-Diourbel qui a fait 52 victimes dont 3 décès et 14 blessés graves. L'Observateur qui s'intéresse beaucoup plus ce matin à la fin du mandat de Macky Sall. Le journal du
groupe Futur Média révèle que le président Sall va dévoiler ce samedi 9 septembre, sauf changement de dernière minute, le nom du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024. Une décision qui sera suivie par la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale pour terminer son mandat et accompagner le candidat de la coalition aux joutes électorales. En attendant, les Échos informent que Youssou Ndour reprend sa liberté d'action et prépare une grande offensive. Selon le journal, il a démissionné de son poste de ministre conseiller et s'est émancipé de Benno Bokk Yakaar. Un départ en parfaite entente avec Macky Sall. Son chantier imminent, redynamiser et massifier son mouvement politique Fekke Matibole en vue des échéances futures. En attendant, au Parti socialiste, les responsables de l'initiative de réflexion et d'action socialiste, des dissidents du PS, sont attendus devant la commission de discipline du parti. Selon Source A, ils sont convoqués pour audition sur des manquements aux règles de discipline et risquent jusqu'à l'exclusion du parti. Seulement, si l'on se fie à Source A, les prévenus disent qu'ils ne déféreraient pas à la convocation, estimant qu'il faille en même temps convoquer Ali Mané, Aïda Sow Diawara, Abdoulaye Wilane, Alioune Ndoye, qui auraient commis les mêmes péchés que. Source A qui donne par ailleurs des nouvelles de Ousmane Sonko après sa grève de la faim. Le leader du parti PASTEF dissous commence à manger, mais la quantité de nourriture qu'il reçoit est très limitée, vu qu'il est encore non seulement très faible, mais aussi il éprouve des difficultés pour mâcher. Pour compenser ses besoins en nutriments, le maire de Ziguinchor est mis sous perfusion, ce qui lui permet de regagner des forces, sachant qu'il est toujours très faible. À la une de Sud Quotidien, Sénégal de la démocratie magnifiée à la démocratie balafrée, le journal souligne qu'après 2 alternances, un code consensuel, un multipartisme intégral et autres, la vitrine démocratique sénégalaise est sous la menace de l'implosion, et cela pour diverses raisons liées à la gouvernance politique sous ses diverses formes. Chronique d'un modèle sous hypothèque, dossier à lire à la page 3 du journal Sud Quotidien. Les sports, pour terminer, à la première page de Record, compétitif, réaliste, affûté, les Lions affichent la forme, s'exclame le journal. Pendant ce temps, le journal Stade s'intéresse à la concurrence au poste de gardien et se pose la question de savoir si Mendy est menacé par Mori et Seny. Seny commence à s'installer, Mori Diaw vient d'arriver en équipe nationale, Mendy a une marge d'avance sur les autres. Essayer un autre gardien serait hasardeux. À vos kiosques et bonne lecture. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h42, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Comment assurer un financement durable de la santé et de la sécurité sociale au Sénégal en vue d'atteindre la couverture médicale universelle, et quelle évaluation de la stratégie nationale de financement de la santé depuis 2017 pour tenter de répondre à ces questions. Nous serons avec le colonel Massamba Diop, expert en santé, ancien directeur d'hôpital, et Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, membre du conseil d'administration de l'hôpital d'Al Jam. Maître Massorna Kane, qui est en ligne avec nous, qu'on va prendre dans un premier temps, et ensuite nous enchaînerons avec le colonel Massamba Diop. Maître Massorna Kane, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la stratégie nationale de financement de la santé est en évaluation. L'objectif visé par cette stratégie, c'est d'atteindre la couverture médicale universelle, la fameuse CMU. Cette stratégie est en cours d'évaluation. Mais en dehors même de ce canevas, disons, qu'est la stratégie, quel est le vécu des consommateurs quant au financement de la santé et surtout quant aux dépenses de santé actuellement au Sénégal? Quelle est l'évaluation que vous en faites, vous, en tant que responsable d'une association de consommateurs et qui est aussi membre d'un conseil d'administration d'hôpital? Oui, je voudrais d'abord saluer vos auditeurs et saluer également le colonel Massamba Diop, qui est vraiment un expert en matière de financement des hôpitaux. Et dire que le débat que vous avez soulevé est un débat extrêmement important et il faut du temps pour en cerner les différents points. Mais ce qu'on peut dire très rapidement, parce qu'il s'agit d'aller vite,
c'est que, comme l'avait si bien dit l'ancien ministre Abdou Fall, qui a été ministre de la Santé, voilà un secteur où l'État a mis beaucoup d'argent et personne n'est satisfait. Ni l'État lui-même, ni les personnels de santé, ni les populations. Donc il y a un problème, il y a un gros problème, c'est la gestion de la santé. Vous parlez de stratégie nationale de financement de la santé. Plan stratégique qui est en train d'être évalué, mais ce qu'on peut vous dire par le vécu des populations, c'est que ça ne marche nulle part. Au contraire, on a l'impression que le mal s'aggrave. Vous avez vu la catastrophe sanitaire qu'il y a eu avec le déménagement catastrophe de Le Dantec, où il y a des milliers de malades qui étaient hospitalisés ou qui étaient en soins ambulatoires, qui ont été brutalement jetés à la rue. Plus de 1200 personnels de santé qui se sont retrouvés subitement au chômage. Soi-disant, on les a répartis en même temps que les malades un peu partout dans le monde, un peu partout au Sénégal, dans les différentes structures. Donc, il y a énormément de problèmes. Mais justement, Maître Massokhna Kane, justement de ce système de santé. Et je pense que le colonel Diop pourra vous en dire plus. Et à ce moment-là, moi, je pourrais réagir. Alors, mais malheureusement, on ne peut pas vous prendre en même temps en raison de contraintes et en raison de contraintes techniques. Mais ce que je voudrais, j'entends bien que c'est un sujet extrêmement important et il faudrait peut-être beaucoup plus de temps mais vous avez évoqué tout à l'heure la question de Dantec. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que c'est au nom justement du financement par les privés de la santé que des PPP, des partenariats publics-privés de ce type-là ont été envisagés. Donc, vous me donnerez peut-être votre point de vue sur ces stratégies, disons, de collecte des financements au niveau des privés. Mais avant cela, on sait que en 2017, plus de la moitié des dépenses de santé étaient assurées par les ménages eux-mêmes. Justement, comment décharger ces ménages de ces dépenses extrêmement élevées pour se soigner ou prévenir la maladie au Sénégal? Qu'est-ce qu'il faut faire? À défaut de solliciter le privé, comme dans le schéma qu'on a connu à Le Dantec, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est augmenter le budget du ministère de la Santé de façon conséquente. Parce qu'on ne peut pas mener une politique normale de santé en mettant, par exemple, 300 milliards alors qu'il faut 600 milliards ou 700 milliards. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Et sachez que l'État est le plus gros débiteur des établissements publics de santé. L'État doit des sommes extraordinaires qui font que les structures de santé ne peuvent pas fonctionner correctement. Ensuite, le coût des prestations augmente d'année en année parce que les prix des médicaments augmentent, les prix de l'imagerie et tout ce qu'il y a comme analyse augmentent, alors que le pouvoir d'achat des populations n'augmente pas. Bon, on vous parle de CMU, mais on sait que CMU, c'est comme une arlésienne. On est loin du compte. On est très loin du compte par rapport à la couverture universelle, bien naturellement. Alors, juste un rappel, les États africains s'étaient engagés en 2001 à consacrer 15% de leur budget au secteur de la santé. Base budget 2023 estimé à 7 000 milliards au Sénégal. Rien que 10%, ce serait 700 milliards. Et comme vous le dites, on est très loin du compte. Même pas 10%. Même pas 10%. Oui. On était à 8% en 2017. Dieu seul sait où est-ce qu'on en est actuellement. On pourra faire les calculs plus tard. Alors, on pense aussi que l'argent, le peu qui est injecté dans le secteur de la santé est mal réparti, tant géographiquement, en termes d'équité territoriale, que socialement, que même au sein des acteurs. On sait qu'avec les primes de motivation, par exemple, une bonne partie de l'argent est captée par les acteurs de la santé eux-mêmes, au détriment des usagers. Oui, les primes de motivation, c'est la grande
je dirais même une grosse bêtise qui a été faite par l'État du Sénégal, en ce sens que quand un malade donne 100 francs pour être soigné, au lieu qu'on utilise ces 100 francs pour soigner le malade, on prend tout de suite 25 francs, c'est-à-dire les 25%, on les distribue tout de suite en prime de motivation, ce qui est totalement illégal parce que c'est l'argent des malades pour être soignés. Et deuxièmement, des primes de motivation. Dans toute l'administration, ça n'existe que dans la santé où on pompe sur le chiffre d'affaires au lieu de pomper sur les résultats. Parce qu'une prime de motivation, normalement, c'est sur le résultat bénéficiaire qu'on prend pour donner en prime de motivation, pour mieux motiver les agents. Mais une prime de motivation qui est calculée et donnée sur le chiffre d'affaires, c'est totalement illégal. Bon, c'est devenu un droit acquis pour les travailleurs, mais l'État devrait financer ces primes de motivation au lieu de les faire supporter par les hôpitaux. Merci. Donc là, c'est également de l'argent indûment dépensé. Merci, Maître Massokhna Kane, président des SOS Consommateurs, membre du conseil d'administration de l'hôpital Dalal Jamm. Colonel Massamba Diop, bonjour. Bonjour, mon colonel. Colonel Massamba Diop, que nous avons finalement réussi à joindre. Mon colonel, bonjour. Colonel Massamba Diop. Colonel Massamba Diop, bonjour. Pour envoyer le message, il suffit... Alors, des problèmes techniques qui malheureusement nous empêchent de bénéficier des lumières du colonel Massamba Diop, expert en santé, ancien directeur d'hôpital qui aurait pu nous parler de long en large de cette question du financement de la santé au Sénégal. Ce n'est que partie remise. Nous espérons avoir l'occasion de discuter de cette question avec lui très prochainement. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Abdou Cham, Digital Yassine Pouy, à la production Abdoul Khadr Lo. Barthélémy Ngom sera là à 13h pour vous présenter le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.